Merci de nous rejoindre pour cette rétrospective environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une cette semaine, le gouvernement togolais prévoit un investissement de 53 milliards de francs CFA dans la réalisation des pistes rurales cette année. L'idée est de permettre l'accès facile des populations rurales aux services de base et le coulement de leurs produits agricoles. Les explications à suivre dans quelques instants. Au Nigeria, la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote est officiellement entrée en service. D'une capacité de 650 000 barils par jour, l'infrastructure produit du diesel et du carburant pour avions et voitures. Elle est désormais l'une des importantes raffineries pétrolières du continent africain. Enfin, bonne nouvelle pour les familles des 15 mineurs coincés dans une mine d'or au Zimbabwe. Ils sont tous secourus et se portent bien selon le ministre des Mines. Nous en parlerons dans ce journal. Le gouvernement togolais prévoit une augmentation de 5,8% du budget annuel consacré au projet d'eau potable. Cela devra porter l'allocation à 18 milliards de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans les efforts soutenus du Togo pour atteindre l'objectif de fournir de l'eau potable à l'ensemble de sa population d'ici 2030. Irène Papadia. L'augmentation significative du budget alloué au projet d'eau potable représente une avancée majeure pour le Togo à l'horizon 2030. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès à l'eau potable pour tous, en particulier dans les zones rurales où cette ressource demeure essentielle pour la santé et le bien-être des communautés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies visant à garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous d'ici 2030. Le pays s'affirme ainsi comme un acteur clé dans la réalisation de cet objectif crucial pour le bien-être et le progrès de sa population. En augmentant de manière substantielle les ressources consacrées à l'eau potable, le gouvernement togolais démontre sa volonté de mettre en œuvre des politiques et des projets concrets pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Cette mesure souligne également l'importance accordée à la préservation de l'environnement et à la garantie d'un accès équitable à une ressource vitale pour tous. Les travaux seront réalisés dans le cadre de la phase 3 du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural des régions de la Kara et des savanes PASCO 3. Il est prévu au cours de cette nouvelle phase la construction de 850 forages équipés de pompes à motricité humaine pour permettre à plus de 200 000 personnes en milieu rural d'avoir accès à l'eau potable d'ici fin 2025. La desserte en eau dans la capitale Lomé et de ses périphéries devrait aussi avancer avec les travaux d'équipement et de raccordement du forage de 40 mètres cubes par heure situé à Apédokwa et celui de 1300 mètres cubes en construction à Sagbado. En outre, 6 systèmes autonomes d'approvisionnement en eau potable dans les zones périphériques de Lomé seront mis en place. Ces travaux, quant à eux, s'inscrivent dans la phase opérationnelle du projet de sécurité hydrique en milieu urbain au Togo, lancé en octobre 2023. La politique de désenclavement va connaître une accélération en 2024. Dans la loi de finances exercice 2024, le gouvernement prévoit un investissement de 53 milliards de francs CFA pour la réalisation des pistes rurales cette année, de quoi permettre l'accès facile des populations rurales aux services de base et le coulement de leurs produits agricoles. Le gouvernement togolais prévoit un investissement de 53,5 milliards de francs CFA dans la politique nationale de désenclavement. Ce fonds servira notamment à soutenir le programme de connectivité rurale et à financer d'autres projets dans le secteur. En ce sens, un protocole financier portant sur la réalisation d'infrastructures de désenclavement dans les zones rurales a été signé entre le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, et l'ambassadeur de France, Augustin Favero, en 2023. L'extension du réseau routier, en l'occurrence les pistes rurales, prend une place de choix dans la politique gouvernementale.
Lancée depuis 4 ans, la politique nationale de désenclavement prévoit l'aménagement d'au moins 4000 km de pistes rurales sur toute l'étendue du territoire. Avec un investissement de 37 milliards l'an dernier, c'est une hausse de 43% que connaîtra le secteur pour l'année 2024. Ces ouvrages, une fois réalisés, devront faciliter l'accès des populations rurales aux services socio-économiques de base et l'écoulement de leurs produits agricoles. Pour rappel, la politique de désenclavement a déjà permis d'aménager en tout 680 km de pistes rurales en 2022. Près de 2000 km de pistes existantes ont fait l'objet d'entretien. En ce qui concerne l'entretien du réseau routier existant, il est à 75% en bon et moyen état. 1200 km sont ainsi achevés et 712 km sont en cours d'exécution. L'Agence nationale de la météorologie du Togo a organisé la semaine dernière à Lomé un atelier de formation des médias sur les informations hydrométéorologiques et climatiques au niveau national et local. Pendant 2 jours, les professionnels des médias ont été outillés sur comment mieux transmettre les informations et les données météorologiques à la population. Viva Samana pour les comptes rendus. Comment mieux prévenir les populations sur les informations hydrométéorologiques et climatiques au niveau national et local? C'est le principal but de cet atelier organisé par l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, à Détikopé, dans la périphérie de Lomé, la capitale. Oui, merci beaucoup. Donc, l'atelier de formation sur les informations météorologiques et climatiques, on ferait au niveau des médias. C'est vraiment renforcer les capacités des différents journalistes qui interviennent surtout dans la diffusion des informations hydrométéorologiques et climatiques au niveau de notre pays. Donc vous n'êtes pas sans savoir que quand la météo, qui dans son rôle régalien, élabore et met à la disposition des informations au niveau de la population, ce sont les journalistes qui doivent relayer ces informations au plus fin fond de notre pays. Donc il est donc urgent de pouvoir outiller ces journalistes-là, de comprendre comment nous élaborons l'information, de comprendre les termes techniques que nous utilisons et de mieux transmettre ces informations-là au niveau des populations les plus reculées. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, avec les changements climatiques, les aléas deviennent de plus en plus récurrents et il va falloir dès maintenant pouvoir outiller ces journalistes-là pour pouvoir faire la diffusion de l'information la plus fiable, la plus correcte possible pour nos populations les plus vulnérables. Donc c'est dans ce sens-là que nous avions bénéficié des fonds auprès de notre organisation météorologique mondiale pour pouvoir organiser cette activité-là ce matin qui va se tenir aujourd'hui et demain, donc durant 2 jours. Pendant 2 jours, les professionnels issus de différents médias ont suivi des présentations pour mieux s'approprier les termes et mécanismes mis en place par la météo Togo pour collecter, traiter et transmettre les informations des prévisions obtenues par les météorologues. Merci pour l'opportunité que l'ANAMET nous donne de pouvoir participer à ce genre de formation. Vous aurez constaté aujourd'hui que les effets pervers des changements climatiques ne sont plus vraiment à rappeler à qui que ce soit. Nous vivons aujourd'hui les effets pervers des changements climatiques, d'autant plus déjà que nous sommes dans une période où nous devons normalement avoir un peu de fraîcheur avec l'harmattan, mais aujourd'hui à Lomé, c'est une chaleur qui ne dit pas son nom. Et pour nous disons que ce genre de formation nous permet à nous journalistes beaucoup plus spécialisés sur cette thématique de pouvoir sensibiliser, de pouvoir informer nos populations sur ce qui se passe au niveau de la météo. Et je crois que nos attentes aussi, c'est de pouvoir maîtriser les termes techniques qui seront véritablement, utilisés dans ce genre de thématique pour pouvoir mieux les distiller dans notre manière de partager les informations, dans notre manière de traiter ces genres d'informations qui ne sont pas forcément des informations à titre généraliste au niveau de nos populations, mais des informations qui sont beaucoup plus techniques. Donc c'est à nous, journalistes, de pouvoir mieux diffuser ces genres d'informations pour que tout le monde soit véritablement au même niveau d'information. Voilà. Plusieurs présentations et discussions ont meublé les 2 jours de cet atelier. Ceci afin de permettre aux hommes de médias
de mieux diffuser les informations des différents bulletins d'information et d'alerte météorologique aux populations en mettant un accent particulier sur les langues nationales. En termes des informations météorologiques, tous les termes météorologiques que nous utilisons dans nos informations, les bulletins quotidiens, les bulletins mensuels, les bulletins décadaires, les bulletins saisonniers et les bulletins d'alerte, les termes utilisés, il faut que les médias vraiment soient renforcés en capacité pour que le message soit bien passé auprès des populations. En dehors de ça aussi, on aura à voir les terminologies utilisées dans les informations hydrologiques, comme les débits, les crues, au niveau de l'hydrologie. Tous les thèmes utilisés également seront expliqués en français facile pour que la transmission soit bien faite également. Après ça aussi, après la pluie, il y a le ruissellement qui passe par l'hydro et maintenant il y a le catastrophe qui vient. Donc le catastrophe, c'est l'ANPC qui gère la gestion des catastrophes. Donc l'ANPC aussi va présenter les informations concernant la gestion des catastrophes. Il revient alors aux médias de mettre en pratique les connaissances acquises pour mieux servir les populations, surtout celles situées en milieu reculé. Face aux enjeux sécuritaires maritimes, le gouvernement a examiné et validé la création d'une unité togolaise de garde-côte. Décision prise en Conseil des ministres vendredi dernier. Elle devra permettre au Togo de bien assurer la protection maximale de ses côtes. Les détails avec Léon Sabo. La pollution de la mer, les trafics opérés hors des zones de surveillance, la piraterie et d'autres incidents du secteur maritime sont des défis que veut relever le gouvernement togolais. Pour mieux surveiller les eaux togolaises, une unité spécifique sera dédiée à cette cause. Pour les autorités, c'est des challenges qui exigent une prise en charge particulière, distinguant les missions de défense de celles de l'action civile de l'État en mer. Il s'agit d'une unité spéciale de garde-côte qui répond au besoin de mettre en place une structure de surveillance permanente de l'espace maritime national. Elle permettra de cette façon de renforcer l'organisation interministérielle de l'action civile de l'État en mer et d'améliorer ses performances en matière de coordination, interadministration et de coopération. Étant une partie entière de la création de richesses, l'économie maritime se distingue par son dynamisme. Avec le poids économique du port autonome de Lomé et les performances dont il est porteur, le gouvernement met donc les bouchées doubles pour rendre encore plus sûres les eaux territoriales togolaises. Au Nigeria, la raffinerie pétrolière d'Aliko Dangote est officiellement entrée en service la semaine dernière. L'infrastructure pétrolière d'une capacité de 650 000 barils par jour produit du diesel et du carburant pour avions et voitures. Elle sera désormais la plus grande capacité de raffinage de pétrole sur le continent africain. Les images. Lancée depuis 2013, la méga raffinerie de pétrole construite au Nigeria par le milliardaire nigérian Aliko Dangote est désormais opérationnelle. D'une capacité maximale de 650 000 barils par jour, la raffinerie Dangote va produire du carburant pour avions et voitures, ainsi que du gaz de pétrole liquéfié. Elle contribuera à mettre fin à la dépendance du Nigeria, en particulier à l'égard des importations du carburant, et devrait avoir la plus grande capacité de raffinage de pétrole brut sur le continent africain. Construite dans la zone franche proche du nouveau port en eau profonde de Lekki, à l'est de Lagos, capitale économique du Nigeria, l'installation de cette raffinerie sur 2635 hectares a coûté environ 19 milliards de dollars selon les médias locaux. Le groupe qui ambitionne, avec cette raffinerie, de répondre aux besoins en carburant du pays n'a pas précisé quand son installation atteindrait sa pleine capacité de production ni quand commencerait la production d'essence. La méga raffinerie doit permettre au pays de 215 millions d'habitants non seulement d'en finir avec les fréquentes pénuries de carburant qui empoisonnent la vie quotidienne dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, mais également d'augmenter la qualité du carburant en circulation. Bien qu'il soit le plus gros producteur de pétrole brut d'Afrique, le Nigeria importe jusqu'à présent la quasi-totale de son carburant en raison des défaillances de ses raffineries d'État. Taifa 1, c'est le tout premier satellite du Kenya dont la mission est d'observer le territoire kenyan.
Au cours des 5 prochaines années, les images satellitaires ainsi que les données météorologiques fournies par ce satellite vont permettre de protéger le bongo des montagnes, une espèce d'antilope menacée d'extinction. Alexandra Adekan. L'Agence spatiale kenyane et la réserve naturelle du Mont Kenya ont signé le 5 décembre 2023 à Nairobi, la capitale, un accord de partenariat pour sauver de l'extinction le bongo des montagnes grâce à l'utilisation des technologies géospatiales. Ce partenariat d'une durée de 5 ans permettra l'exploitation des images satellitaires ainsi que les données météorologiques fournies par Taifa 1, le premier satellite kenyan. Grâce aux données de Taifa 1, il sera désormais possible de suivre de près les déplacements des bongos dans les montagnes, fournissant ainsi des informations précieuses pour assurer leur sécurité et favoriser leur déplacement dans les régions montagneuses du pays. Cette technologie de pointe permettra également d'obtenir des données météorologiques précises, fournissant des informations essentielles pour la surveillance des conditions environnementales qui affectent la population des bongos ainsi que leur habitat naturel. De son nom scientifique Tragelaphus, le bongo des montagnes est une espèce gravement menacée. Cet animal ne vit plus dans quelques régions du Kenya, dans les montagnes d'Aberdare, le mont Kenya ou encore la forêt Mau, dans la vallée du Grand Rift. Leur population est désormais estimée à une centaine d'individus seulement. Taifa 1 n'est pas à sa première mission du genre. En juillet 2023, une collaboration a été établie entre l'Agence spatiale kenyane et l'ONG américaine Tomorrow Now dans le but d'utiliser les données spatiales pour mieux anticiper les crises climatiques comme les sécheresses et les inondations. Taifa 1, qui signifie Nation 1 en Swahili, est le tout premier satellite d'observation de la Terre entièrement conçu par les ingénieurs kenyans. L'engin équipé de capteurs optiques capables de prendre des photos simultanément dans plusieurs gammes de fréquences à l'intérieur du spectre de la lumière visible et au-delà a été mis en orbite le 15 avril 2023 depuis une base américaine en Californie. Par cette opération, le Kenya rejoint la quinzaine de pays africains qui se sont lancés dans la conquête de l'espace. En début du mois de janvier 2024, l'Agence rwandaise de météorologie a mis en garde les populations contre les précipitations inhabituelles qui devraient s'abattre dans certaines régions du pays dans le courant du mois de janvier. La population a été appelée à prendre les mesures nécessaires. Cette mise en garde rappelle pour la plupart d'entre elles les mauvais souvenirs de mai 2023 où la région avait connu l'une des pires inondations du pays. Irène Papadina pour plus de précisions. Selon l'agence météorologique du Rwanda, certaines régions du pays devraient connaître une pluviométrie assez inhabituelle au cours du mois de janvier 2024. L'agence a mis en garde contre les précipitations de 30 à 250 mm qui pourraient entraîner des inondations dans certaines régions du pays, notamment dans les parties sud-ouest du pays. Météo Rwanda appelle ainsi la population à être vigilante. En 2023, le Rwanda a connu des pires pertes liées aux inondations causées par les précipitations excessives. En mai 2023, de fortes pluies se sont abattues sur plusieurs régions du Rwanda, causant des inondations qui ont coûté la vie de 135 personnes et détruit près de 6000 maisons et bien d'autres infrastructures au nord et à l'ouest du pays. Après ce drame, le gouvernement rwandais essaie toujours de venir en aide aux sinistrés dont la vie a totalement changé. L'une des mesures prises est d'évacuer les habitants des zones dites à haut risque pour éviter les prochaines catastrophes. Selon Hussein Bizimina, spécialiste en modélisation hydraulique, ces catastrophes naturelles sont des conséquences du changement climatique. Selon les données collectées, dans certaines zones, les pluies atteignent jusqu'à 12 mètres de hauteur avec une vitesse de 50 mètres par seconde. Il s'agit des précipitations les plus abondantes jamais enregistrées au Rwanda dans son 16 ans. En l'espace de 5 ans, le Rwanda a enregistré plus de 7900 catastrophes naturelles qui ont emporté 1209 personnes, parmi lesquelles 200 ont été victimes des pluies torrentielles.
Après le feu vert donné aux populations de tuer les éléphants qui ravagent les plantations et cassent les maisons, le président gabonais de la transition revient sur sa décision. Selon le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le règlement des conflits hommes-éléphants doit se faire dans le strict respect de la loi. Cette précision a été appuyée par un communiqué du ministère gabonais de la Justice sur les conditions régissant l'abattage d'éléphants ravageurs. Pour en parler, Alexandra Adekame. Le gouvernement gabonais de transition a revu sa décision sur l'abattage d'éléphants ravageurs de culture. Lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An le 4 janvier 2024 au palais présidentiel à Libreville, le chef de l'État a signalé que le règlement du dit conflit homme-éléphant au Gabon doit se faire dans le strict respect de la loi. Au cours de la même journée, un communiqué du ministère de la Justice a apporté d'amples détails sur cette mise en garde du président gabonais de la transition. Selon le ministère, les mesures prises par le président de transition se fondent sur l'article 172 de la loi numéro 01601 du 31 décembre 2021 portant code forestier en République gabonaise qui stipule que on attend par légitime défense l'acte de chasse prohibé pratiqué dans la nécessité immédiate de sa défense de celle d'autrui ou de sa récolte. Le communiqué du ministère de la Justice rappelle par ailleurs qu'en dehors de la légitime défense, les espèces animales intégralement protégées, notamment l'éléphant, ne peuvent être chassées ou capturées. Ainsi, les auteurs d'actes de braconnage s'exposent à des poursuites judiciaires et à des peines aussi bien criminelles de 15 ans de réclusion que délictuelles de 3 mois à 6 mois, outre la peine d'amende d'1 million à 10 millions de francs CFA. Ce recadrage apporté par le gouvernement gabonais sur l'abattage d'éléphants ravageurs est consécutif à la vive polémique soulevée par l'annonce faite en début du mois de décembre 2023 par le président de la transition. Lors d'une tournée à l'intérieur du pays, il a rencontré et échangé avec les populations qui lui ont présenté leurs préoccupations, parmi lesquelles les affres du conflit homme-éléphant. Sans langue de bois, le chef de l'État a demandé de tuer les éléphants qui s'en prennent aux cultures et de libérer toutes les personnes emprisonnées pour avoir abattu un pachyderme. Depuis l'annonce d'Oligui Nguema, des médias locaux rapportent qu'au moins 4 éléphants auraient déjà été tués. Pendant que le fleuve Congo débordait, de graves inondations se sont propagées dans certaines parties de la capitale de la République démocratique du Congo. C'est la deuxième fois que ce fleuve sort autant de son lit après celui de 1961, occasionnant d'énormes dégâts. Les rues de pompage, l'un des quartiers les plus populaires de Kinshasa, se sont transformées en rivières. Les habitants utilisant des pirogues pour évacuer sont contraints d'abandonner leurs maisons inondées. Les inondations ne sont pas une nouveauté à Kinshasa, puisque le même phénomène s'était produit en 1961, où le fleuve le plus profond de la planète avait quitté son nid après de fortes pluies. Mais l'ampleur de ces récentes inondations est sans précédent. Face au désastre, les sinistrés du quartier s'organisent comme ils peuvent en construisant des pirogues ou de petites pirogues eux-mêmes pour sauver leurs familles et biens des maisons inondées. Certains citoyens se plaignent de l'absence de l'État face à la gravité des inondations de ces quartiers populaires, précisant qu'il serait réconfortant de voir les autorités s'en soucier. Au même moment, au Congo voisin, les inondations ont poussé des centaines de milliers de personnes à avoir un besoin urgent d'aide, a déclaré les Nations Unies. Les précipitations sont 2 fois plus supérieures à celles enregistrées entre 2022 et 2023, ce qui fait que les inondations ont détruit et endommagé des établissements de santé, des écoles et des milliers de maisons selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces inondations se sont produites le long des rives du fleuve Ubangi au Congo. Les Nations Unies préviennent qu'elles pourraient entraîner des maladies d'origine hydrique comme le choléra et entraver l'accès aux soins de santé adéquats.
Toujours en République démocratique du Congo, plusieurs villes, notamment Kinshasa, ont les pieds dans l'eau depuis les inondations qui ont fait plus de 300 morts en décembre 2023. Face au bilan qui ne cesse de s'alourdir, le gouvernement congolais appelle à une solidarité et à un secours d'urgence pour sauver le maximum de vies. Commentaire sur image Alexandre Adeka. L'appel à la solidarité à faveur des victimes de la catastrophe climatique qui a frappé Kinshasa le 13 décembre 2023 a été lancé par Modeste Muchinga Mutushayi, le ministre congolais des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la solidarité nationale. C'était à l'issue d'une réunion organisée le 5 janvier dernier dans la capitale congolaise pour dresser le bilan de ces inondations. Environ un mois après la survenue du drame, le plus meurtrier depuis 1960 selon la Régie des voies fluviales de la RDC, la barre des morts a franchi 300 morts. La Régie des voies fluviales indique que les victimes se comptent dans différents quartiers de Kinshasa ainsi que dans plusieurs autres villes de la RDC qui bordent le fleuve Congo. Il s'agit des villes situées dans les provinces de la Chopo, Mongala, de l'Équateur, du nord et du sud d'Ubangi, Kilu, Maï-Ndombe, Congo central, Kasai, Kasai central, Sud Kivu et Chuapa. Ces inondations ont également détruit plus de 43 000 habitations, 1325 écoles, des centres de santé, des marchés publics ainsi que des routes. Et le bilan ne cesse de s'alourdir à en croire les autorités nigériennes. Les inondations de Kinshasa ont aussi affecté plus de 300 000 ménages, les exposant à des risques de maladies d'origine hydrique. Car les fortes pluies qui sont tombées dans la plus grande ville de la RDC en décembre 2023 auraient également détruit les réseaux d'eau potable. Ce sont ces précipitations exceptionnelles accentuées par le changement climatique qui ont poussé le fleuve Congo à sortir de son lit, paralysant jusqu'à aujourd'hui la vie de nombreux habitants ainsi que les activités économiques dans plusieurs villes du pays le plus peuplé d'Afrique centrale. Une assistance financière et matérielle est donc plus que jamais nécessaire en RDC. Ces ressources permettront de sauver des vies humaines encore menacées dans le pays et d'assurer la prise en charge holistique des communautés affectées par les inondations. Ces ressources devraient être mobilisées aussi bien auprès de la communauté nationale qu'internationale aux fins de permettre un déploiement plus efficace des équipes sur le terrain du sinistre du 13 décembre 2023 à Kinshasa. Le Cameroun possède une riche biodiversité abritant 92% des écosystèmes africains. Le pays héberge aussi un grand nombre d'espèces animales et végétales. Cependant, cette biodiversité est fragile avec un pourcentage élevé d'espèces menacées. Pour corriger le tir, le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35% d'ici 2030. Pour en parler, Irène Papadia. La forêt équatoriale couvre près de 45% de la superficie du Cameroun, soit 22 millions d'hectares. Le pays, communément appelé l'Afrique en miniature Cameroun, renferme 92% des écosystèmes africains. Quatrième diversité biologique d'Afrique, le Cameroun abrite 335 espèces de mammifères, 913 espèces d'oiseaux et 542 espèces de poissons. Un riche patrimoine pourtant fragile avec 10% d'espèces florales et environ 815 espèces fauniques menacées d'extinction. Face à la dégradation des écosystèmes, le gouvernement camerounais s'emploie à la gestion durable des forêts, de la faune et de la flore nationale. Au Cameroun, les changements climatiques affectent 110% de la population, principalement dans les régions côtières, dans le septentrion et dans la région de l'Ouest. Le pays a identifié l'augmentation du puits de carbone, la limitation de la déforestation et la dégradation des terres comme piliers du développement durable. Le Cameroun s'est engagé à réduire 35% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en se concentrant sur l'agriculture, l'énergie, la foresterie ou encore l'écotourisme. Selon Jules Doré Ndongo, ministre de la Forêt et de la Faune,
Pour l'année 2024, il faut veiller au reboisement, à la protection de la faune et de son habitat et veiller à la reproduction de telle sorte que les animaux de la classe A puissent continuer à évoluer. La forêt équatoriale fournit des biens essentiels tels que la nourriture, les médicaments, le combustible et des matériaux de construction à la population rurale du pays. La contribution du secteur forêt-faune est de 4% du PIB. La valeur brute des bénéfices économiques de ce secteur est estimée à près de 150 milliards de francs CFA par an. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie et l'économie locale guinéenne. Après quasiment 3 décennies de rêves et de scandales, une mine de minerai de fer verra son exploitation au cours de cette année 2024. C'est un immense projet estimé à 20 milliards de dollars portant sur l'extraction, la récupération et le traitement de minerais de fer. Suivant. L'un des principaux atouts du continent africain reste ses nombreuses ressources naturelles. 27 ans après la découverte d'une mine de minerai de fer en Guinée, les plans de développement et de gisement de ce minerai vont débuter en cette année 2024 avec l'approbation de Pékin aux partenaires chinois de Rio Tinto. Soutenu par un investissement de 20 milliards de dollars, le projet inclut 2 mines de développement d'un système ferroviaire de 600 km et un port en eau profonde à proximité de la capitale Conakry. L'exploitation de ce plus grand projet minier au monde permettra de renforcer l'offre mondiale de l'ordre de 5%. Au total, 9 partenaires, à savoir l'entreprise Rio Tinto, un groupe minier multinational anglo-australien, le gouvernement guinéen et 7 autres groupes, entreprises et consortiums sont impliqués dans la gestion de ce projet. L'exportation de la matière naturelle devrait principalement se faire par voie maritime. Une belle nouvelle pour l'industrie et l'économie locale qui ont dû attendre près de 3 décennies avant de pouvoir en profiter. Pour terminer, au Zimbabwe, les 15 mineurs qui étaient coincés dans une mine d'or depuis 2 semaines ont été secourus. Le ministre des Mines a déclaré que les travailleurs étaient en bonne santé et conscients après avoir recouvré la liberté. La mine d'or Redwing, une propriété de Metalon Corporation, s'est effondrée après un effondrement depuis jeudi dernier. Les autorités avaient déclaré qu'un tremblement de terre serait à l'origine de cet accident. Les familles de ces mineurs coincés campaient sur le site du village minier de Penalongato, situé à 270 km à l'est de la capitale Harare, en attendant que leurs proches soient secourus. Cette région regorge de beaucoup de travailleurs sans papier, gagnant leur vie malgré les difficultés économiques, surtout après que la mine a été placée sous tutelle d'entreprise en 2020. Il est à rappeler que les accidents liés aux mines sont fréquents au Zimbabwe. En septembre dernier, 9 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement de Behros Mine, une mine d'or désaffectée à Chegutu, à environ 110 km à l'ouest d'Harare. Le ministre des Mines, Soda Zemu, a rassuré que les travailleurs étaient en bonne santé et en pleine forme après avoir été secourus. Des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux montrant ces mineurs couverts de boue accueillis par une foule sur le site minier. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Green TV International. Nos programmes se poursuivent.